Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 10 juin 2024. Au sommaire, la montée des prix des produits et la paralysie des activités parmi les conséquences de la pénurie de carburant qui persiste au Burundi. Nous allons vous en parler. Certains sinistrés de Gatumba dorment à la Belle Étoile dans le site de Matiazo. Les détails à suivre également dans ce journal. Nous allons également vous parler d'une vingtaine de travailleurs du secteur de la santé qui réclament 5 mois de salaire et se trouvent dans les camps des réfugiés en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Nous vous l'avions dit hier, le citoyen Joseph Habiyaremye de la colline Karama, commune Kabarore de la province Kayanza a été tué ce samedi par des policiers sous l'ordre du commissaire Moïse Arakaza, alias Nyega. Les habitants de cette commune font savoir que ce commissaire dit souvent publiquement qu'il exécute une mission lui confiée par le président de la République. Ces habitants de la colline Karama réclament justice. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Les habitants de la colline Karama, commune Kabarore, font savoir que les policiers commandés par le commissaire Moïse Arakaza sont allés samedi tôt le matin arrêter Joseph Habiyaremye et des autres personnes. Ils ont été accusés de vendre du café au Rwanda. Notre source à Kabarore indique que les 3 personnes ont été tabassées, bien que ces policiers n'ont pas vu du café qui serait vendu frauduleusement. Après l'avoir vu, Nyega lui a demandé s'il n'est pas satisfait des bastonnades qu'il a subies. Il lui a répondu qu'il est satisfait. Il a ordonné à ses policiers de lui battre encore une fois. Ils l'ont sérieusement tabassé. Par après, ces policiers ont mis Joseph sur une moto pour qu'il aille montrer là où ils vendent du café. Notre source estime que c'était au contraire une stratégie pour aller le tuer. Ils ont mis les 2 autres, Pierre et Sindaïgaya, au cachot, et puis le commissaire communal Arakaza Moïse, alias Nyega, a dit à Joseph d'aller montrer l'endroit où il vend du café. Ils l'ont amené à Karama. Arrivé là-bas, ils l'ont conduit dans l'épine. C'est à la frontière du Rwanda et le Burundi, à Kanyaru. C'est là-bas qu'ils l'ont fusillé et il est mort. Les habitants de la commune Kabarore font savoir qu'ils sont très inquiets parce que le commissaire Moïse Arakaza dit haut et fort que sa mission émane du président de la République, précise notre source. C'est la mission que Nyega a. Partout où il passe, il dit que sa mission émane du président de la République. Il le dit même dans les réunions organisées par les administratifs. Il leur dit la vérité qu'il a une mission. Même s'ils parlent, ils n'ont pas où porter plainte. Ces habitants demandent que la justice soit faite et que ceux qui ont donné la mission à Moïse Arakaza de tuer les citoyens expliquent pourquoi ils auraient décidé ainsi. Cette mission qui lui est assignée par son supérieur, selon ses propos, nous pousse à demander que justice soit faite. Ce chef, s'il a réellement donné cette mission, qu'il l'arrête. Si ce n'est pas le cas, que ce chef le prouve. Oui, les citoyens veulent savoir, c'est lui qui tue les innocents. Contacté par la rédaction de la RPA, Berkiman Sagouye, l'administrateur de la commune Kabarore, a dit qu'il ne peut pas s'exprimer sur la radio RPA. L'histoire retiendra que Moïse Arakaza alias Nyega est un traître criminel et corrompu. À peine intégré au sein de la police nationale du Burundi, sa cruauté et son zèle s'illustrent par l'élimination de ses compagnons d'armes du Palipehutu FNL et par ses sales besognes qu'il exécute toujours à travers le pays sans s'inquiéter. Le portrait de Moïse Arakaza alias Nyega avec Inès Gakiza.
Le commissaire de police Moïse Arakaza, alias Nyeganyega, est connu depuis l'intégration des anciens combattants du Palupehutu FNL au sein de la police nationale burundaise en 2009. Dès lors, il va vite en besogne et s'illustre par un excès de zèle pour mériter la sympathie du pouvoir CNDD-FDD et de ses services de répression. Vite, il est affecté au sein du groupement mobile d'intervention rapide Gémir en mairie de Bujumbura. Moïse Arakaza, alias Nyeganyega, devient l'homme clé de l'élimination de ses anciens compagnons de lutte du mouvement Palupehutu FNL, dont ce qui a été dénommé le plan s'affiche. Reconnu pour son sang-froid de tueur impitoyable, il est muté en province de Bururi en 2012. Pour signer sa première marque de présence, il exécute à bout portant un habitant de cette province. Par la suite, il s'illustre par plusieurs violations des droits humains infligées surtout aux habitants des communes Matana et Mugamba, des communes considérées comme peuplées de Tutsis, d'opposants et des membres de l'ancienne armée burundaise ex-FAB. Dans ces communes, il sème la terreur et commet des crimes en série, arrestations, tortures, exécutions extrajudiciaires et extorsion d'argent à de nombreux membres présumés de l'opposition ainsi qu'à leurs familles. Durant plus d'une année, la population de ces communes vit le calvaire et la peur panique face à un bourreau sans scrupules. Comme récompense de ses actions criminelles, Moïse Arakaza alias Nyeganyega retourne à Bujumbura au sein du groupement mobile d'intervention rapide Gémir. Là aussi, il s'illustre par de nombreux crimes. Puis après, il est déployé dans les provinces de Rumonge et Bujumbura dit rural. Là, Moïse Arakaza alias Nyeganyega n'a pas tardé à reproduire à Kabezi son traitement brutal des opposants présumés. Il se donnait pour mission de punir tous ceux qu'il considérait comme hostiles au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Fidèle à lui-même, il a déclaré aux autorités locales qu'il savait qu'il y avait de nombreux membres du CNL et des Tutsis à Kabezi car il avait combattu dans cette région. Malgré les nombreux cas de violation des droits de l'homme dont il est l'auteur, il n'a jamais été inquiété. Par contre, Nyeganyega a été toujours muté dans d'autres localités du pays pour continuer ses sales besognes comme cette exécution extrajudiciaire du samedi dernier du nommé Joseph Habiyaremye à Kabarore en province Kayanza. Selon des sources dignes de foi, Moïse Arakaza travaille de mèche avec les services secrets burundais qui lui versent une rémunération en plus de ses fonctions officielles de police. La RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi les victimes, 2 ont été fusillés par des policiers. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. 2 personnes ont été tuées en province de Makamba la semaine dernière. La première est le nommé Jean Bosco Dukundane, âgé de 28 ans. Il a été abattu par un policier sur la colline de Mokubano, en commune de Nyanzalak, mardi dernier. Une bagarre entre la population et son policier qui voulait saisir une moto est à l'origine de ce crime. Frustré d'avoir été empêché par la population de saisir cette moto, le policier a tiré sur Jean Bosco Dukundane, qui est décédé sur le coup. L'auteur du crime a été arrêté. La deuxième personne victime d'assassinat en province de Makamba est un homme qui a été torturé à mort par des Imbonerakure sur la colline de Bukeye en commune de Kivago. C'était lundi dernier. Les motifs de ce crime restent inconnus. Samedi dernier, un homme du nom Joseph Habiambele a été abattu par des policiers sur ordre du commissaire Moïse Arakaza surnommé Nyeganyega. Le crime a été commis sur la colline de Karama, commune de Kabarore, dans la province de Kayanza. Nos sources à Kabarore indique que la victime a été accusée de vendre du café au Rwanda. Les policiers l'ont obligé à montrer le lieu où il vendait le café et une fois arrivé sur cette colline, ils l'ont abattu. Sa famille demande justice. La troisième personne victime d'assassinat répertoriée par la RPA est une femme âgée de 60 ans de la province d'Ongozi. Il a été tué par son mari sur la colline d'Ogitwa, zone Gatsinda, en commune de Mumba. C'était samedi dernier. Les motifs de ce crime restent inconnus. L'auteur du crime a été arrêté par la police à Mumba. Dans un instant, nous parlons société. Les sinistrés de Gatumba, aujourd'hui installés dans le site de Matiazo en commune Mobimbi, font face au manque de dortoirs. Grand nombre d'entre eux dorment à la Belle Étoile et une autre partie se bouscule dans des hangars en tente. Elvis Nyomungere nous en dit plus. Le processus de délocalisation de la population de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, a débuté vendredi le 10 mai 2024.
il a débuté par des familles volontaires parmi les plus affectées par les inondations. Ces familles ont été installées dans le site aménagé à Matiazo, à commune Mubimbi, de la province de Bujumbura. Au départ, elles étaient au nombre de plus ou moins 100 familles. Aujourd'hui, elles sont plus de 900 familles. L'un des plus graves problèmes qui rendent ces familles, c'est l'hébergement. Les membres de ces familles se bousculent dans ces hangars et dorment en position inversée. D'autres familles encore dorment dehors à la belle étoile. Premièrement, nous avons un problème d'hébergement. Les familles qui sont venues de Muchacha 1 et Muchacha 2 n'ont pas encore eu de hangar dans lesquels s'installer. C'est les familles qui sont venues en premier, en provenance de Muchacha 1, ont été installées, et un petit nombre de ceux qui sont venus en provenance de Muchacha 2, ce sont eux qui nous hébergent. Nous qui sommes venus de Muchacha 2, Kininya 2 et Garao. Tous les autres, surtout ceux en provenance de la 3e avenue et de Warubondo, dorment à la belle étoile. Mais même ceux qui dorment dans les hangars, nous dormons les uns contre les autres et dans les positions opposées. Seulement, on nous a donné des couvertures. Pour la plupart de ces familles, ce sont ces mêmes hangars où se fait la cuisine. Ces hangars constituent également le stock de tous les objets que possèdent les familles qui y sont hébergées. On n'a pas de cuisine, nous faisons la cuisine à l'intérieur même des hangars dans lesquels nous dormons. Seulement, il y a une petite espace en forme de corridor dans lequel l'on peut deux fois se servir pour la cuisine. Ce sont un peu d'homo, ces hangars qui nous servent de dortoirs, de cuisine, mais également de stock. Le 10 mai dernier, le lancement officiel du processus de délocalisation, cette population de la zone Gatumba, Anissa Nibaruta, directeur général en charge de la protection civile, avait annoncé qu'il y avait plus de 1747 familles parmi les plus affectées qui avaient volontairement demandé la délocalisation. Il s'observe de pertes énormes chez certains vendeurs de charbon dans différentes communes de la province Cibitoke qui déplacent les sacs de charbon vers le chef-lieu de cette province. Après avoir transformé le bois en charbon, ces vendeurs passent une semaine ou un mois pour trouver à un prix exorbitant des véhicules qui transportent leurs sacs de charbon suite à la pénurie du carburant. Le point avec Dani Claire et la trouve. Les vendeurs de charbon de bois de différentes communes de la province de Cibitoke prennent beaucoup de temps à la recherche du bois dans différentes collines lointaines des chefs-lieux de la province de Cibitoke où habite la grande majorité de leurs clients. Ces charbonniers affirment qu'ils passent entre une semaine et tout un mois pour trouver et à un prix exorbitant des véhicules qui déplacent leurs sacs de charbon vers le lieu de vente. Nous rencontrons beaucoup de difficultés car nous achetons du bois dans les lieux lointains. Nous revenons pour transformer le bois en charbon. Quand nous avons déjà le charbon, il est très difficile pour nous de transporter les sacs de charbon vers le point de vente car ça nous prend au moins une semaine, voire même un mois pour que les marchandises arrivent au marché. Cette problématique est causée par la pénurie du carburant et par conséquent, nos clients n'acceptent pas le prix d'achat qu'on a fixé. Ces vendeurs de charbon de différentes communes de la province de Cibitoke enregistrent d'énormes pertes car leurs clients n'acceptaient pas à acheter ce charbon à un prix exagéré. Nous enregistrons beaucoup d'OTA car notre marchandise passe beaucoup d'OTA dans la charbonnière pendant que nous cherchons des moyens de transport. Plus ça passe beaucoup d'OTA, plus nous enregistrons des pertes. Et une fois arrivés au point de vente, nos clients n'acceptent pas le prix inhabituel qu'on a fixé. Ces vendeurs de charbon de bois de la province de Cibitoke demandent au gouvernement burundais de faire le tout possible pour que le carburant soit disponible au pays, afin de fixer le prix du charbon à un prix abordable à tout le monde. Et les conséquences liées à la pénurie du carburant s'observent également en mairie de Bujumbura, à part que chacun fixe son propre prix du ticket de transport. Les citadins indiquent que les activités quotidiennes sont paralysées. Les détails avec Eric Nyonzima. Ce dimanche, le prix du ticket de transport de camion vers le centre-ville de Bujumbura varie entre 1000 francs et 2000 francs burundais. Comme notre source à Bujumbura l'indique, même pour avoir un véhicule pour le transport, c'était un casse-tête.
Ce dimanche, à partir de 10h, pour se déplacer en bus de Kanyosha au centre-ville, le ticket de transport était entre 1000 et 2000 francs, sans oublier qu'on peut passer des heures et des heures à attendre le bus. Les frais de transport du centre-ville vers Kanyosha ou Ruziba ne peuvent pas être moins de 10 000 francs. Cela est ainsi pendant le week-end. Que se passera-t-il demain avec les enfants qui vont aller à l'école et avec les fonctionnaires qui vont se rendre au travail? Son indimate, la situation était la même. Ce n'était pas du tout facile de se déplacer alors que les élèves vont bientôt commencer la période des examens. Les élèves se tiennent aux arrêts bus pour attendre le transport. Cela est ainsi alors que certains élèves sont dans la préparation des examens, tandis que d'autres ont déjà débuté la période des examens. Sans oublier les enseignants aussi qui doivent se déplacer à bord d'un véhicule. Mais malheureusement, rien ne va. Imagine un élève qui va à l'école à pied, comment va-t-il étudier puisqu'il sera fatigué et quels résultats aura-t-il? Les habitants de la ville de Bujumbura demandent au gouvernement de sortir de son silence et de trouver solution à ce problème qui les hante depuis plusieurs mois. Pour clore cette édition, rendons-nous en République démocratique du Congo, où les travailleurs appelés RECO, qui œuvrent dans le domaine de la santé en collaboration avec l'ONG Aide au camp de Lusenda et au site de transit de Mulongwe dans le territoire de Fizi, viennent de totaliser 5 mois sans percevoir leur salaire. Il s'agit de 20 réfugiés burundais qui font partie du personnel soignant et 4 sentinelles, les uns prestent au camp de Lusenda, d'autres à Mulongwe. Ces travailleurs indiquent qu'ils ont déjà soumis leurs préoccupations aux responsables du comité national en charge des réfugiés et au HCR, mais qu'aucune suite favorable n'y a été réservée. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.